Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fairy Tail, la quête de 100 ans, où on retrouve du coup principalement l'équipe de Natsu dans la ville d'El... Elmeria, Elmina, quelque chose comme ça. Où en gros ils sont à la poursuite du coup du dragon divin de l'eau. Alors, à moins que ce soit moi qui ai vraiment pas fait gaffe au premier épisode, mais on nous a donné, Elfseria, l'homme, le dragon qui leur a demandé d'accomplir la quête de 100 ans, nous avait donné un nom pour ce dragon. Et là, on nous en donne un autre complètement. Donc, soit c'est moi qui ai vraiment pas fait gaffe, soit je crois qu'il y a eu une erreur quelque part. Voilà. Je note ça. Vous en faites ce que vous voulez. Parce qu'il me semble que c'était le dragon Mercphobia qui s'était censé aller chercher, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on nous le présente comme étant le seigneur Suijin. Ce qui, du coup, fait effectivement le lien avec l'eau, évidemment. Mais du coup, c'est vrai qu'à la fin de l'épisode 1, on nous présentait un personnage comme étant Lord Suijin. Et du coup, c'était le dragon, en fait, mais sous sa forme humaine. Parce que visiblement, entre Elfseria et Sujin, je pense du coup qu'on va avoir des formes de dragons et des formes humaines pour tous les dragons divins. Ce serait vraiment pas déconnant pour le coup. Donc en gros, notre petit groupe se retrouve dans cette ville qu'ils explorent un petit peu, ils essayent de comprendre qu'est-ce qui se passe. Ils se retrouvent dans un hôtel où ils sont accueillis par un poisson que Natsu et Happy surtout veulent bouffer. Mais en gros, le poisson se transforme très très vite en humain et leur explique que voilà, à la base c'est plutôt un poisson, que la ville c'est plutôt une ville de poissons, mais que pour pas faire peur aux humains, ils se transforment eux-mêmes en humains. Bon, comme Gray le précise, il les a quand même accueillis en étant poissons, mais apparemment ils s'étaient endormis. C'est comme ça qu'ils s'étaient retransformés en poissons. Bref, ça mise à part. Donc en gros, il leur dit qu'il doit aller à un rencard, donc qu'il peut pas vraiment les accueillir comme il faudrait, donc qu'ils peuvent choisir absolument les chambres qu'ils veulent. Par contre, il leur dit, pensez bien à boire la boisson qui est la boisson de bienvenue qui est posée dans votre chambre, parce que sinon vous n'allez pas pouvoir vivre ici, ça va être impossible. On retrouve Gray une fois la nuit tombée, qui se réveille en fait complètement sous l'eau, et en fait tout l'hôtel, toute la ville, une fois à marée haute, en fait se retrouve complètement sous l'eau. Et on découvre que c'est à ça du coup que sert la petite potion qu'ils leur ont fait boire. Ça permet de respirer sous l'eau, de se déplacer sans trop de difficultés. Donc voilà, visiblement Gray est le dernier à s'être réveillé parce qu'il ouvre la fenêtre et il voit Natsu qui tout va bien. Il dit ah bah tiens t'es réveillé et tout. C'est cool de nous rejoindre. Erza fait une course avec un requin. Lucy et Wendy s'amusent bien et tout. Voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et Gray il est un petit peu d'accord, ok, allez, admettons, très bien, on va pas se poser la question. Donc voilà, ils discutent un petit peu avec les habitants du monde pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Jusqu'au moment où ils vont mentionner du coup qu'ils cherchent le dragon Sujin. Et là, on va dire que l'attitude de la ville entière va complètement se retourner contre eux. C'est-à-dire que là, pour leur coup, on leur fait bien comprendre que ils sont pas les bienvenus si c'est ce qu'ils cherchent, quoi. Donc visiblement, les habitants de cette ville vénèrent le dragon Sujin. Donc effectivement, s'il y a des gens qui essayent de lui faire du mal, bon, ils vont mal le prendre, quoi. On apprend également que c'est pas les premiers à chercher le dragon en question, qu'ils ont eu des visiteurs il n'y a pas si longtemps, et on comprend très vite qu'ils ont réussi à capturer l'une d'elles et à la foutre dans une cage en tant que sacrifice du coup pour leur dieu. Pour essayer de récolter un petit peu des informations après avoir réussi à se barrer, Lucy va utiliser la magie de Gemini pour transformer un petit peu tout le monde en semi-poisson. C'est-à-dire qu'ils ont le corps du poisson, mais leur tête normale. Et Wendy, malheureusement, se retrouve en mode méduse. Et en fait, comme ça, ils vont pouvoir poser des questions en se fondant totalement dans la masse. Et le directeur de l'hôtel qui les avait accueillis donc en premier n'y voit absolument que du feu avec Grey. C'est quand il se retransforme en humain, il dit mais vous étiez caché où et tout. On était juste sous ton nez, t'inquiète pas. Donc voilà, parce que la transformation n'étant pas parfaite, tu peux te douter qu'ils auraient pu deviner, mais visiblement non. Donc c'est Lucy, Natsu et Happy qui vont tomber sur cette fameuse prisonnière. Et en fait, on va découvrir que elle fait partie de la classe, on va dire, des Dragon Slayer.
mais qu'elle fait partie d'un groupe qu'on appelle les Dragon Eaters. Donc en gros, ils gagnent les pouvoirs des dragons en les mangeant. Et on nous réexplique un petit peu comment fonctionne le système des Dragon Slayer, puisque c'était un petit peu bordélique dans Fairy Tail, soyons très honnêtes. Donc on a la première génération qui regroupe Natsu, Gajil et Wendy, qui eux en fait ont obtenu cette magie anti-dragon de Dragon Slayer grâce aux dragons. C'est eux qui leur ont appris. La deuxième génération de mémoire ne compte que Laxus. Je peux me tromper. Je sais plus en fait Cobra où est-ce qu'il se situe là-dedans. Je sais plus du tout. Mais voilà, Laxus lui a une lacrima de dragon de foudre. C'est comme ça qu'il a développé des pouvoirs de Dragon Slayer de foudre. De mémoire, il me semble que c'était Makarov qui lui avait donné parce qu'il était plutôt faible physiquement et donc ça lui avait permis plus ou moins de survivre. La troisième génération de dragons, c'est Sting et Rogue de Sabertooth, qui eux pour le coup ont à la fois une lacrima de dragon, mais également obtenu les pouvoirs des dragons depuis les dragons eux-mêmes. C'était un petit peu, c'était compliqué un petit peu comme truc. Mais bon, il y avait tout un délire ils se souvenaient plus de ce qui s'était passé. Enfin, c'était compliqué. La quatrième génération, on nous explique que du coup, bah, c'est des créatures, des entités qui ont été créées par magie pure, si je me souviens bien. Et en fait, du coup, bah, les Dragon Eaters, eux, c'est la cinquième génération. Eux, ils bouffent les dragons pour obtenir leur pouvoir. Et donc, elle nous explique que du coup, elle fait partie de la guilde Diabolos. Voilà. Donc, une nouvelle guilde et qui ne contient que des Dragon Eaters. Et en gros, bah, que voilà, leur but, bah, c'est un petit peu de s'approprier les pouvoirs des dragons divins qui sont sur ce continent. Elle s'appelle Kyria, et elle représente le dragon des lames, visiblement. Donc elle est à peu près plus ou moins capable de tout couper, que ce soit sa cage, que ce soit l'eau, que ce soit enfin, plein de trucs. Et en gros, elle fait un petit peu qu'une bouchée de Natsu et de Lucy, même Grey quand il apparaît un peu plus tard. Donc elle se rend bien compte que Natsu est un Dragon Slayer lui aussi. Et du coup, il y a un moment très drôle où en fait il essaie d'utiliser ses pouvoirs de Dragon Slayer. Sauf que mon gars, t'es sous l'eau. Le feu sous l'eau, ça marche pas des masses. Il le montre bien et ça me rappelle beaucoup Mustang dans Fullmetal Alchemist, au tout début de la série, de Brotherhood, au tout début de la série. Lucy, du coup, même si elle n'a plus la clé d'Aquarius, on se souvient qu'elle avait développé les Stardress à la fin de Fairy Tail, donc elle est capable de prendre une forme qui évoque les esprits qu'elle a en sa possession. Alors, je sais plus très très bien comment ça marche, mais elle peut quand même continuer à utiliser la force d'Aquarius, parce qu'elle se dit, mince, on est sous l'eau, Aquarius, ça aurait quand même été vachement utile. Mais avec ma Stardress, je peux utiliser un petit peu de ses pouvoirs, mais son attaque se fait couper du coup par Kyria. Grey arrive et la congèle, mais elle arrive quand même à s'en sortir également. Et c'est quand Erza arrive que là elle se dit «Ah, c'est super, enfin quelqu'un d'intéressant à combattre, tout ça, tout ça». Et elle la sent, donc ça nous montre quand même que Erza reste au-dessus du lot malgré tout. Et en fait, alors que Erza s'apprête à l'attaquer, il y a un autre du coup Dragon Eaters qui débarque, Madmal, je crois, qui en gros lui, Erza le frappe avec son épée au niveau de la tête, mais il encaisse totalement sans la moindre difficulté. Et donc on nous explique que voilà, lui, c'est un dragon cuirassé, enfin, il a une armure super forte, rien ne peut vraiment lui faire du mal. Et du coup, c'est à ce moment-là, du coup, qu'arrive le dragon Sujin sous sa forme humaine et qui sépare totalement la mer en deux. Voilà, et donc qui a ressenti des perturbations dans la force, dans les eaux de sa mère. Donc voilà, donc ce dragon est arrivé. Qu'est-ce qui va se passer l'épisode prochain? Bonne question. J'ai plus trop les détails en tête. Je me souviens un petit peu de certains détails, mais pas de tout, pas de tout. Parce que, encore une fois, pour ceux qui ne le savent pas, si vous découvrez la série avec juste cette vidéo, j'ai déjà lu le manga à l'époque où il était sorti, donc en 2018, mais ça fait un moment que j'ai pas rattrapé mon retard, donc voilà, j'ai quelques souvenirs, mais plutôt vagues. Voilà, que dire de plus sur cet épisode? Alors pour la partie avec Natsu, on a Lucie qui sert bien de caution fanservice à l'épisode. Puisque du coup, donc, quand les poissons se retournent contre eux la première fois, il y a un poisson qui lui pique l'eau de son bikini, parce que pourquoi pas, ok. Et Kyria, du coup, découpe sa Stardress Aquarius, donc elle se retrouve encore une fois à poil.
D'ailleurs, c'est très drôle parce que du coup, alors c'est pas très clair si elle l'a piqué ou si c'est Natsu qui lui a donné, mais en gros, elle a l'écharpe de Natsu autour de sa poitrine. Et c'est justement lui qui lui dit, bah écoute, transforme-toi, utilise tes Stardress, comme ça tu seras plus à poil, quoi. Donc voilà. Hum, Oui, non, du côté du groupe de Natsu, ça m'a l'air d'être à peu près tout. Parce que du coup, on a également ce qui se passe sur le continent où se trouve Fairy Tail. On a donc d'un côté Gajeel et Julia qui sont toujours en mode on va espionner Toka, cette personne me paraît vachement louche. D'ailleurs, à tous les deux, plus Lily, ils ont vu un moment une queue lui apparaître dans le dos, qui ressemble beaucoup à une queue de chat, soyons très honnêtes. Mais ça disparaît en l'espace de 2 secondes. Donc est-ce qu'ils ont rêvé ou pas? On n'a pas plus d'infos pour le moment. Donc il se passe pas grand chose au niveau de Fairy Tail à ce niveau-là. Et par contre, on revoit Jelal! Et ça c'est cool, on revoit Jelal avec Sabertooth. Parce qu'en gros, donc, il est un petit peu de passage dans les différentes guildes parce qu'il cherche du coup la fameuse Toka. Il n'est pas sûr que ce soit son vrai nom. Il refuse de dire pourquoi est-ce qu'il la cherche, mais il dit juste si vous la voyez, vous approchez pas d'elle. Sous-entendu qu'elle est probablement dangereuse. Donc, qu'est-ce qu'elle fait à Fairy Tail? Elle dit qu'elle est là pour Natsu. Qu'est-ce qu'elle veut à Natsu? Le mystère commence à se poser un petit peu. Voilà. Un petit peu plus de tension qui s'installe du côté de Fairy Tail. Et du coup, c'est rigolo parce qu'on revoit un petit peu tous les membres de Sabertooth, donc Rogue et Sting, avec leurs chats respectifs, Frock et Lecter. On revoit Minerva, qui était beaucoup plus sympathique que quand on l'avait connue à l'époque du tournoi, quand même. On revoit du coup Yukino, qui a retrouvé quand même sa place à Sabertooth, et sa grande sœur. Du coup, il me semble que c'était Angel, son nom de code, à l'époque de... Ah, je sais plus de quel groupe elle faisait partie. Mais c'était pas les Aura Sensei d'ailleurs? Si, je crois que c'était les Aura Sensei. À l'époque où on avait découvert Wendy, où toutes les guildes, où certaines guildes s'étaient alliées pour une énorme machine, le Nirvana du coup, de Zeref. Enfin, ça date, ça commence à dater un petit peu. Et en fait, on avait découvert au fur et à mesure de l'histoire qu'en fait, c'était la grande sœur de Yukino. Et qu'elle faisait partie, comme beaucoup des personnages de Fairy Tail, des enfants qui avaient été kidnappés, qui avaient été utilisés par la secte de Zeresh, puisque c'était comme truc, mais pour construire la tour du paradis, je crois. C'est la backstory d'Erza, quoi. En fait, parmi tous les enfants qu'il y avait dans ce truc-là, il y en a beaucoup qu'on revoit petit à petit dans l'histoire. Donc, c'est un élément que j'aimais bien. Ça crée un peu de lore dans le truc. C'est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à rajouter sur cet épisode? Je suis en train de réfléchir à ce qu'on avait vu. Mais je ne crois pas. Kyria, du coup, la Dragon Eater avait tué un des serviteurs du dragon Shujin. Elle a cru au début que c'était lui, mais en fait c'était juste un serviteur. Et du coup, il était censé l'amener à Shujin pour qu'il puisse la bouffer, a priori. Ah oui, si, élément très important par rapport à la quête de 100 ans, c'est que Elseria leur a demandé d'arrêter les 5 dragons divins. Et c'est là que Lucie met une nuance par rapport à ça, parce que Natsu, il est directement en mode ah bah ça veut dire qu'il faut les tuer, machin et tout. Sauf qu'elle dit, bah non, arrêter, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça peut vouloir dire les tuer, ça peut vouloir dire annuler leur pouvoir, ça peut vouloir dire les enfermer, pour qu'ils soient plus une menace. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc, il n'y a pas forcément besoin de se concentrer sur la violence pour réussir la quête. On nous explique que Suijin, apparemment, c'est un dragon, c'est un dragon plutôt colérique. Donc peut-être que juste le calmer, ça suffira. Donc là, vu qu'il vient d'arriver, du coup, on va voir un petit peu ce qui leur tourne, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à tout ce problème, quoi. Donc voilà, une information plutôt importante, et puis toujours sympathique à avoir. Voilà, sinon j'ai pas grand chose de plus à dire sur cet épisode. Encore une fois, très bonne animation, très bonne. Ça fait toujours plaisir d'entendre le thème de Fairy Tail, toujours. Donc du fan service, mais pas tant que ça en vrai, donc c'est plutôt appréciable pour le coup. Et en revoyant cet épisode, je me demande si ce n'est si cette si d'avoir bossé sur la quête de 100 ans n'a pas donné des idées à Mashima pour Eden Zero. Puisqu'à un moment dans Eden Zero, on a une planète sur laquelle il débarque qui
qui ressemble beaucoup au niveau de sa situation, à ce qu'on voit ici avec Almina. Donc je me demande si ça a pas c'est pas au tout début de Eden Zero, mais je me demande si ça l'a pas influencé un petit peu, par la suite. Donc bon, voilà, je note juste ça comme ça. Voilà, bah, écoutez, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 3. Ça me paraît bien. Et puis, bah, en attendant, portez-vous bien. Allez, bye.